Lieutenant-colonel X, c'est un livre avec Jacques Léger, Mission et méthode technique spéciale des services secrets au XXIe siècle, contre-espionnage, sécurité intérieure, manipulation, guerre de l'information, révélation d'un cadre des services secrets. Le sommaire. Avant-propos. Rôle connu et méconnu des services secrets, les missions du XXIe siècle, ressources humaines, organisation, hiérarchie, des services secrets et de leur réseau, de la source inconsciente au cadre des services secrets, la vie de l'employé des services secrets, la vie de l'agent clandestin, profil de recrue, l'avocat et le psychiatre, piliers des services secrets modernes. Méthode de surveillance, méthode de recrutement et formation, le contrôle des sources et des correspondants et leur manipulation, les manipulations des individus, les méthodes modernes d'élimination des individus. 1. L'élimination sociale, l'élimination physique, du contre-espionnage à l'intelligence domestique, influence, la manipulation des groupes d'individus, influence et contre-influence, de l'usage et de la surveillance de la culture, de l'usage et de la surveillance des médias de masse, de l'usage et de la surveillance de l'Internet. Conclusion. Service secret, monde sans loi. La dernière fois, je vous ai lu la méthode moderne de l'élimination des individus, l'élimination sociale. Cette fois, je vais vous lire l'élimination physique. Les méthodes modernes d'élimination des individus. L'élimination physique. 2. L'élimination physique. L'assassinat a presque toujours été associé au monde des services secrets et de l'espionnage en particulier, tant dans la réalité que dans la perception qu'en a l'opinion publique. Pour ce qui concerne la réalité, nous avons déjà expliqué que le secret d'État a plus de valeur que la vie d'un individu. Vous voyez. Et pour ce qui concerne la perception qu'on a l'opinion publique, celle-ci s'avère être un amalgame d'authentiques cas d'assassinat par les services secrets qui ont frappé les esprits en raison de leur violence ou de l'originalité de leur mode opératoire et d'une version romancée du monde et des services secrets présentés par la littérature et le cinéma. La série des James Bond, imaginée par Ian Fleming, un authentique cadre des services secrets de contre-espionnage britannique, insiste d'ailleurs beaucoup sur la dimension violente et meurtrière du service secret, jusqu'à suggérer l'existence réelle d'un permis de tuer. Dans les faits, le permis de tuer a bel et bien existé dans les services secrets, mais il n'a concerné que quelques républiques bananières et dictatures et autres régimes policiers et militaires. Et pour ce qui concerne le mode opératoire, celui-ci procède rarement à l'utilisation d'armes à feu, dagues et autres gadgets sophistiqués. Nous avons largement vu que la discrétion et l'anonymat étaient les principaux soucis de tous les services secrets du monde. Le lecteur comprendra dès lors qu'il serait absurde de leur part de vouloir attirer les attentions et curiosités de l'opinion publique au moment d'accomplir leurs missions les plus délicates
Il existe bien des exceptions à cette règle de la discrétion. Celles-ci ne sont pas le fait de maladresse, mais de volonté délibérée d'assortir la mort violente d'un individu à un message d'avertissement adressé à un pays adverse, ou plus fréquemment à une organisation quelconque. De fait, les services secrets montrent bien peu d'efforts à cacher à l'opinion publique qui sont les auteurs des exécutions sommaires de leaders, puisque après tout, ces derniers ont officiellement déclaré une guerre présentée comme asymétrique à certains pays. Les morts durant des guerres ne sont pas des assassinats. L'opinion publique approuve largement ce sort d'élimination physique d'individus par les services secrets, et la revendication plus ou moins officielle de telle élimination physique n'est jamais une démarche visant à faire comprendre aux terroristes que puisqu'ils se représentent explicitement comme des guerriers, ils ne pourront pas jouir des avantages d'une justice civile. Viennent ensuite les éliminations physiques dont nous dirons qu'elles sont particulièrement revendiquées par les services secrets, c'est-à-dire celles dont le mode opératoire est à la fois violent et ne peut être accompli que grâce à des armes ou à des matériels particulièrement sophistiqués que seul un État peut posséder. Dans de tels cas, la nature elle-même des armes qui ont été utilisées pour tuer ou un mode opératoire très particulier n'existe que pour servir de signature, puisque la plupart des services secrets savent très bien comment dissimuler un assassinat sous les apparences d'une mort naturelle ou des suites d'une maladie ordinaire, ainsi que nous allons le voir. Il est nécessaire de présenter quelques exemples relevant de ce cas pour qu'il soit bien compris. En 1978, l'auteur littéraire et dissident bulgare Georgi Ivanov Markov fut assassiné à Londres par les services secrets de son pays alors qu'il attendait le bus à l'aide d'une arme particulièrement sophistiquée que seul un service secret pourrait avoir conçu. Il s'agissait d'une sorte de pistolet silencieux camouflé sous la forme d'une parapluie, dont les projectiles étaient une minuscule sphère de seulement 1,52 mm de diamètre, faite d'un alliage de platine et d'iridium, comportant deux microcavités en forme de X, contenant chacune de la résine, un poison très violent et difficile à fabriquer ou à se procurer, sachant que Georgi Ivanov Markov avait fui à l'ouest et s'était impliqué dans des actions de propagande noire contre les régimes communistes de son pays, avait été condamné par contumace pour cela. Il ne fait pas très difficile de conclure qu'il avait été assassiné par les services secrets bulgares, probablement avec la participation plus ou moins active que le KGB russe. Cet assassinat était un avertissement adressé à tous les dissidents bulgares en particulier et des pays du bloc de l'Est en général, qui seraient tentés de s'impliquer activement dans les actions de propagande noire contre leur pays d'origine et d'ailleurs. Des jours avant l'élimination physique de Markov, on avait tenté d'éliminer exactement de la même manière
et dans une station de métro à Paris cette fois, Vladimir Kostov, un autre dissident bulgare. En 2007, un ex-lieutenant-colonel des services secrets du contre-espionnage russe FSB, Alexandre Valterovitch Litvinenko, fut assassiné toujours à Londres par les services secrets russes, SVR. Cette élimination a été accomplie à l'aide d'un poison de nature radioactive particulièrement rare et cher, du plutonium 210. Il était connu pour que Litvinenko avait été recruté par les services secrets britanniques, le MI6. Aussi, il avait fait publier un livre dans lequel il accuse les services secrets russes d'avoir organisé eux-mêmes les vagues d'attentats en Russie en 1999 attribués aux Tchétchènes. Il était un fervent opposé de Vladimir Poutine. Les circonstances exactes de la manière dont Alexander Litvinenko fut empoisonné ne furent jamais clairement élucidées, mais il ne fait aucun doute pour personne en raison de la biographie de cet homme et des moyens techniques qui furent utilisés pour son élimination physique que le coupable et les services secrets russes. Dans l'histoire contemporaine des services secrets, on trouve plusieurs cas d'élimination physique et particulièrement revendiqués par les services secrets français durant la guerre d'Algérie. On trouve également un témoignage de telles missions racontées par l'ex-agent du service secret israélien Victor Ostrovsky. D'une manière générale, des morts suspectes d'agents secrets ou même de politiciens fortement présumés avoir été orchestrés par les services secrets se produisent régulièrement. Viennent enfin les éliminations physiques, discrètes, dont l'actualité ne parle jamais, ou qui ne sont jamais interprétées comme des assassinats, précisément parce que tout a été fait pour les faire passer pour des décès naturels, tels un suicide cardiaque ou maladie quelconque. De telles éliminations physiques ne sont pas une nouveauté des temps modernes. On trouve fréquemment dans l'histoire de la criminalité. Il s'agit le plus fréquemment d'assassinats par injection de multiples très petites doses d'arsenic. Mais l'élimination physique par la provocation artificielle et discrète d'une maladie fatale quelconque, non entrée dans les usages des services secrets que depuis quelques dizaines d'années seulement, sans qu'il soit possible de donner une date ou même une période exacte, ni de nommer le pays qui avait été le premier à l'utiliser. Cependant, on peut déduire sans grand risque risque de commettre une erreur, que la provocation discrète d'une maladie ordinaire fatale doit coïncider avec la maîtrise de l'isolation et de la culture des virus pour leur étude par la biologiste à partir de 1913 et de la mise au point des substances chimiques pouvant provoquer des affections particulières devant rendre un mort naturel plausible. Tout simplement des assassinats maquillés. Bref, avant cette date, bien sûr, l'histoire rapporte de nombreux cas d'utilisation d'animaux et d'êtres humains morts de la peste et de la variole, voire d'utilisation de couvertures infestées par la variole ou d'empoisonnement de l'eau des puits pour mener des batailles bactériologiques. Mais il s'agit des méthodes grossières qui ne tromperaient pas la médecine légale moderne. Et de toute façon, toutes ces maladies provoquent d'abord des symptômes très visibles qui préviennent du mal, lesquels peut être efficacement traités par la médecine moderne bien avant l'issue finale.
Les éliminations physiques commises par les services secrets et par l'usage des maladies ordinaires difficilement curables, semblant être apparues durant les milieux du XXe siècle, par exemple en France. Durant les années 1945, un certain nombre de personnes, membres de renseignements généraux particuliers, dont il fut difficile de prouver qu'elles avaient collaboré avec les forces allemandes, décédèrent d'endocardite, un mal rare et fatal à cette époque. Une endocardite pouvait facilement être provoquée chez un individu grâce à l'introduction de certaines variétés de streptocoque dans le sang, à l'occasion d'une simple et innocente intervention dentaire, ou au moment d'une vaccination ou d'une prise de sang. En 1951, les chercheurs Bern et Patton découvrirent le succimétonium, un curare dépolarisant qui fut rapidement utilisé en médecine d'urgence. Quelques spécialistes médecins des services secrets découvrirent une autre vertu du succimétonium. Comme tous les curares, il devient à haute dose un poison qui agit sur les muscles respiratoires et sur le cœur, en les paralysant durant une courte durée, mais assez longue, cependant pour provoquer la mort sous l'apparence d'une crise cardiaque. L'intérêt principal du succimétonium, toujours du point de vue des services secrets, est qu'il ne se dilue rapidement dans le sang pour ne laisser aucune trace de sa présence lors d'une autopsie. Il est donc utilisable pour assassiner sans laisser de traces ni fort soupçon contre tous les individus susceptibles d'avoir une crise cardiaque, personnes âgées de plus de 40 ans, grands fumeurs, grands mangeurs et consommateurs d'alcool. Encore un peu plus tard, vers 1960, les services secrets britanniques tirèrent profit de la découverte de l'aflatoxine pour procéder à quelques éliminations physiques discrètes. Si la dose d'aflatoxine discrètement associée à une boisson n'est pas trop élevée, celui qui la boira décédera dans les 6 mois environ d'une cirrhose qui aura dégénéré en cancer du foie. Les services secrets empoisonnent de cette manière des individus dans leur entourage, c'est qu'ils consomment régulièrement de l'alcool, ce qui rend impossible à prouver. Vous voyez, c'est trop des manipulateurs. À prouver ou même à soupçonner l'hypothèse d'un assassinat. Citons également l'acide fluorhydrique, une solution aqueuse, très corrosive et toxique de fluorure d'hydrogène, qui est un poison violent très particulier et aux effets spectaculaires puisqu'il peut agir par simple contact avec la peau, après avoir été vaporisé sur une poignée de porte par exemple. Lorsque la peau entre en contact avec l'acide fluorhydrique, le produit pénètre d'abord les couches de peau, épiderme et derme, causant plus ou moins rapidement des dégâts importants des tissus, quasi immédiatement, ou au bout de 24 heures, selon le niveau de concentration du produit, de plus de 50% à 20% de concentration, respectivement. À haut niveau de concentration et plus de 50%, l'acide fluorhydrique provoque de très graves brûlures
passe par la paroi dermique pour atteindre les uns et les os et les vaisseaux sanguins et se lie au calcium de sang et des os. Par cette action, détruit le cœur et la mort et s'ensuit très rapidement les vapeurs d'acide fluorhydrique. Seules peuvent également être très mortelles parce qu'elles provoquent une corrosion rapide des voies respiratoires et des dégâts aux poumons suivis d'une œdème pulmonaire fatale. Par exemple, en contact de seulement 2,5% de la peau avec l'acide fluorhydrique concentré à 70% provoquera une mort rapide. C'est le poison qui est projeté en arrêt au sol contre la poignée de porte d'un minivan par l'acteur Bruce Willis dans le film Le Chacal, tourné en 1997 par Michael Cotton-Jones. Cette scène correspond donc bien à une réalité. D'une manière générale, les services secrets n'utilisent pour tuer depuis quelques années que des substances provoquant des affections courantes, donc qui attirent peu l'attention et les suspensions. Ils n'en chargent que pour délibérément susciter le doute et adresser un message que seuls d'autres services secrets pourront comprendre, forme de cancer rare ou généralité en particulier, dans le cas de l'élimination physique d'un agent étranger par exemple. Il existe une dernière forme d'élimination physique discrète qui consiste seulement au prolongement indéfini de l'élimination sociale ou l'harcèlement organisé que nous avons vu au chapitre précédent. Cette méthode d'élimination physique d'un individu ne peut être entreprise dans un pays étranger pour des raisons aisément compréhensibles. C'est pourquoi elle n'est utilisée que dans le contexte de l'intelligence domestique et du contre-espionnage. Les services secrets d'un pays d'Europe de l'Ouest conçoivent comme une corrida leur opération d'élimination physique procédant de cette manière, de cette dernière méthode. Que la lecture n'aille pas ardemment en déduire qu'il ne s'agit donc des services secrets espagnols. Voici pourquoi. Le but de la corrida est la mise à mort d'un taureau, animal jugé redoutable, au centre d'une arène pleine de monde, qui dans le contexte symbolique d'une élimination physique par les services secrets pourra être comparé à une opinion publique qui aura manqué d'assister à la première partie de ce spectacle tauromachique. Car durant la première partie d'une corrida appelée la tercio de pique de picador, juchés sur des chevaux dont les flancs sont protégés des inévitables coups de corne du taureau par des cuparaçons, tourmente celui-ci en le blessant à l'aide des longues piques acérées. Cette première étape de la mise à mort du taureau permet à la fois de l'affaiblir, d'évaluer son comportement et surtout de l'énerver. Nous avons vu à quoi correspond cette métaphore dans la réalité au chapitre précédent. Voici maintenant sa suite. Lors de la seconde partie de la corrida, des banderillos, voire le matador lui-même, plante 3 paires de banderilles dans le dos du taureau. La réalité de cette métaphore peut être largement différente d'un cas à l'autre, mais cela n'est pas très important. Ce qu'il faut observer et retenir, c'est que les banderillos attaquent le taureau simultanément
selon une tactique planifiée à l'avance. L'un distrait son esprit en courant, en agitant ses bras et en sautant, pour que l'autre puisse revenir à la fois l'affaiblir et l'énerver par surprise, ou l'en plantant deux banderilles. Ne pourra pas retirer de sa chair endolorie. Cette attaque se produira encore 2 fois, sans que le taureau ne puisse rien y changer. Il y a alors de grandes chances pour que l'animal se sente perdu après cela. C'est le but de toute l'équipe qui n'est là que pour le voir mourir à petit feu. Selon un processus élaboré de longue date qui permet désormais de savoir à l'avance quelles seront ses réactions jusqu'à son dernier souffle. Car il faut rappeler à cet instant que ce redoutent le plus les bandréos et le toréador, c'est que le taureau puisse se comporter différemment des autres et qu'il soit tenté de renoncer et de se laisser mourir, c'est-à-dire du point de vue d'un neurobiologiste, que le comportement d'inhibition prenne le pas sur celui de l'attaque. Dans une telle éventualité, la foule dans l'arène, qui est à la version métaphorique de l'opinion publique, rappelons-le, n'accepterait pas que la mise à mort se poursuive. Elle se tournerait contre le toréador pour le déchoir de ses réputations de courage et d'honorabilité. Mais cela, le taureau ne peut évidemment le savoir. De plus, la douleur persiste dans son échine. Ces êtres qui s'agitent sans cause devant lui et menacent de le blesser encore à tout moment. Et la foule des centaines d'autres qui crient l'empêche de se reposer, ne serait-ce qu'un seul instant. L'esprit du taureau est embué. Il ne pourrait réfléchir qu'il était doué de faculté de penser et de planifier ses réactions à venir. C'est ce qui arrive également à l'individu qui perd le contrôle de lui-même. C'est à ce moment-là que le héros de ce spectacle entre en scène. Nous en sommes à la dernière partie de la mise à mort du taureau. Le toréador autorité suprême aux yeux de la foule dans l'arène, celui que porte le noble épée, symbole de justice, va bientôt pouvoir justifier son acte en montrant à tous combien le taureau est dangereux et combien il est prompt à attaquer et c'est possible à tuer. Et le méchant, ce peut être que cet animal fou furieux. Le danger est toujours grand, que le taureau cède enfin à l'inhibition, et donc que le toréador ne puisse le tuer avec l'aval du public. L'organisateur de la corrida ne serait-ce pas content. La foule, elle n'en tiendra pas le taureau pour responsable pour autant. Peut-être même s'apprêterait-elle sur son sort. Ce serait un renversement de situation et de rôle. Mais on le sait, rendu fou par la douleur et la frustration de ne pouvoir faire cesser ses tourments, le taureau va bravement se défendre jusqu'au bout. Il a tort, mais encore une fois, comment pourrait-il le savoir? La cible humaine, celle-là d'une élimination physique par le harcèlement, a moins de choix que le taureau d'une corrida. Car lorsqu'elle cède à l'inhibition, malgré les tourments qui continuent de s'abattre sur elle, c'est qu'elle vient de sombrer dans une phase profonde de dépression qui l'affecta déjà depuis plusieurs mois,
ou plusieurs années. Elle devait donc être hospitalisée pour que son mal y soit traité dans un hôpital psychiatrique. Elle y aura définitivement perdu sa crédibilité, sinon sa vie. Et pour l'instant, car sa mort ne sera alors plus très loin. Et dans ce cas, déjà isolé socialement depuis quelque temps, il ne se trouvera plus grand monde pour s'intéresser aux causes ou aux circonstances exactes de son décès. Elle se suicidera, c'est l'issue le plus probable, ou elle décédera de mort naturelle, c'est-à-dire des effets conjoints de son grand état de faiblesse et de son nécessaire traitements médicamenteux. Si la cible d'un harcèlement organisé par les renseignements en réseau de sa personnalité n'a pas cédé à l'inhibition, c'est qu'elle sera parvenue à fuir sa surveillance. Tous ces picadors et bandrios qui sont là pour le priver de moyens économiques et de ses chances de trouver de l'aide et de s'en sortir de son pays dans les frontières sans argent ni voiture, lui semblerait peut-être aussi difficile à franchir que la palissade et les portes fermées d'une arène. Mais une fois à l'étranger, c'est vulnérable, d'autres dangers l'attendent. Nous les avons sommairement présentés à un chapitre précédent, décrivons-les en détail. On cherchera à savoir qui est cet individu, s'il ne figure sur aucun avis de recherche, d'autant plus s'il ne vient pas d'un de ces pays en guerre ou d'une dictature de tiers-monde, et bien souvent un nouveau harcèlement se viendra, tout aussi discret et sournois que le précédent, pour l'obliger, cet étrange immigré, à devenir un informateur de l'intelligence domestique cette fois, chargé de surveiller les ressortissants de son pays, dont ils connaissent parfaitement la langue et les habitudes. S'il refuse, on le renverra dans l'arène, qui est devenue pour lui son pays. On lui fait bien comprendre. Un officier en traitant local attend qu'il cède, mais céder ne changera pas grand-chose, car s'il le fait, il sera traité comme un misérable, toujours avec ce mépris que l'on accorde ordinairement aux gens qui n'ont ni scrupules ni attaches, et qui n'ont pas d'argent pour s'offrir une apparence de responsabilité. S'il cède à ces nouvelles pressions, les services secrets qu'il pourra rendre ainsi ne seront jamais reconnus, et dans les quelques petites années, on le renverra finalement dans son pays, au motif qu'il était fortement soupçonné d'être un espion ou un individu connu pour des fréquentations interlopes. Cela arrive si souvent avec les immigrants. Et si la cible du harcèlement organisé des services secrets, en raison d'une personnalité encore différente, plus tenace, a décidé de se battre pour tenter de survivre comme le taureau, il se retrouvera confronté à une des plus redoutables techniques de son adversaire, la manipulation des gangs de jeunes délinquants. Depuis maintenant quelques années, les services secrets de nombreux pays tirent couramment profil des gangs de jeunes petits délinquants sans emploi ni éducation ni avenir. Il est facile pour un service secret de manipuler ces petits merdeux, ces petits gangs en effet.
En effet, tous leurs membres sont bien connus des services de police ordinaires. On sait déjà où ils demeurent, on connaît déjà leur personnalité, les délits auxquels ils se livrent le plus volontiers, ou pour lesquels ils manifestent une aptitude particulière. On dispose aussi de multiples moyens de les contraindre puisqu'ils ne sont déjà compromis, de multiples fois, bien souvent. Ils iront en prison, où leurs parents perdront leur aide sociale, puis leur logement. S'ils ne collaborent pas, ça veut dire s'ils ne deviennent pas des informateurs, des indiques. S'ils collaborent, la police fermera les yeux sur leurs petits vices. Une aubaine. Voici comment les services secrets utilisent ces jeunes pour harceler cette cible. C'est encore très simple et imparable. Un agent des services secrets qui se présente comme un caïd très influent va à la rencontre de l'un de ces jeunes délinquants et lui présente une intéressante opportunité s'il montre capable de convaincre ses amis d'aller passer ses journées dans un autre endroit que celui que le groupe affectionne ordinairement, une entrée d'immeuble bien souvent, tout en tirant plusieurs avantages. Cet endroit, c'est l'adresse de la cible, devant être éliminée physiquement ou même justiciellement. Là-bas, la police ne viendra plus les déranger. Ils ne s'intéressent même plus du tout à leur cas, individuellement. Pour autant, ils ne s'en prennent pas aux locataires qui demeurent. Tout ce qu'ils auront à faire, c'est d'y rester chaque jour aussi longtemps que possible. Ils pourront y discuter, boire, consommer de la drogue comme ils veulent. Plus longtemps ils seront capables d'y rester, mieux ils seront rémunérés et payés. En cigarettes, en hashish, en marijuana. Il y en aura pour tous ceux qui veulent venir. L'argent demande aussi qu'il se montre courtois avec les locataires de l'immeuble et qu'ils aillent jusqu'à ouvrir la porte de l'entrée principale à la cible, tout spécialement lorsqu'elle entre au sort. Ce détail est authentique. Et lorsque la cible d'un tel harcèlement se trouve confrontée à une nuisance de ce genre, elle ne peut que s'interroger sur les raisons qui ont bien pu pousser tous ces jeunes délinquants, mineurs pour la plupart, à venir occuper en permanence le hall de l'immeuble ou de la maison ou de la résidence, et rien ne peut rationnellement l'expliquer, puisqu'il y a généralement beaucoup d'autres endroits similaires dans son quartier, voire bien meilleurs endroits ailleurs. Elle se demande aussi pourquoi la police intervient parfois dans le quartier, mais ne s'intéresse jamais à ces jeunes, que tout le monde peut voir consommer de la drogue, sans se cacher, casser des bouteilles d'alcool, dont les morceaux jonchent quotidiennement le sol et les abords de l'entrée désormais. Il arrivera forcément à un moment où la cible, déjà victime des multiples petites frustrations et tracasseries qui ont été énumérées au chapitre précédent, croisera que ces jeunes ne sont ici que pour elle. Et même si cela semblerait invraisemblable à l'entendement de quiconque, car la cible ne les connaît évidemment pas,
Et c'est pourquoi il ne pourrait avoir aucune raison de venir lui pourrir encore un peu plus l'existence. Tout spécialement, c'est à en devenir fou. Bien évidemment, puisque du point de vue des services secrets, c'est fait pour cela, car la cible ne peut rien y faire. Elle comprend aussi que si elle tente de se plaindre, ces jeunes branleurs, si impressionnants par leur nombre, s'en prendront tout particulièrement à elle, à tout le moins. Ils casseront probablement sa boîte aux lettres et violeront régulièrement son courrier. Ils viendront casser leurs bouteilles sur son palier, pisser, foutre le bordel, sans plus seulement dans le hall de l'immeuble. Ils urineront même contre sa porte. Au bout de quelques semaines, l'odeur deviendra insupportable et se répandra jusqu'à son appartement. Peut-être même viendront-ils à s'en prendre physiquement à elle, agression et tout. C'est en effet ce qui est prévu par un tel cas. Si la cible tente d'appeler la police, cette dernière écoutera sa plainte et se déplacera pas. Ou au meilleur des cas se déplacera, en effet, pour venir demander à la bande de jeunes de se disposer. Mais dès le lendemain ou un peu plus tard, ils seront revenus, comme s'il n'a rien n'est arrivé de plus. Ils chercheront à savoir qui a appelé la police ou pour se venger de cette lâche dénonciation, alors qu'ils sont employés par les mêmes. Oui. La cible comprend alors bien vite que la police se laissera de ces appels et ces derniers a d'autres priorités plus importantes et plus utiles que dispenser de quelques jeunes qui n'auront à se reprocher que de s'être pacifiquement réunis pour discuter. Alors la cible, à la fois accédée et désespérée, pourra être tentée de régler ce problème par elle-même, ce qu'espèrent beaucoup les services secrets. Car une telle action non seulement ne payera pas, mais aura forcément des conséquences qui pourront s'avérer dramatiques. Comme la plupart de ces jeunes sont mineurs ou c'est des indiques, ils sont protégés. Or, la loi est largement approuvée par l'opinion publique, interdit aux adultes de s'en prendre physiquement à des enfants. Ça, c'est le cas où c'est des mineurs. Quand bien même ceux-ci peuvent se montrer des individus dangereux et criminels. Et puis la police et la justice se montrent toujours plus cléments avec les mineurs qu'avec les adultes, bien souvent. Ils sortent libres du porte de la police avant même que leur victime ait fini d'y être entendue. Si la cible vient à céder à la pulsion d'attaque, ce qui arrive parfois dans un tel cas, c'est qu'elle qui aura alors affaire avec la police, sérieusement. Cette fois, c'est cette riposte a entraîné des blessures ou la mort de l'un des jeunes, alors elle ira en prison. Ou là, des tourments plus grands encore l'attendent. Lorsque cela se produira, il n'est pas rare que la cible se suicide dans sa cellule, ou qu'elle soit abattue à mort par des autres détenus qui collaborent pour une remise de peine, ce qui marque la fin de la mission des services secrets.
Et lorsqu'à l'issue de plusieurs mois de ce tourment très particulier, la cible a trouvé la force de ne pas réagir. Le gang de jeunes indiques reçoit alors de nouvelles instructions de la part de celui qui vient quotidiennement leur apporter leur consommation de drogue. Son logement sera cambriolé, saccagé durant une de ses absences, pour mieux signer son attaque avec autant de cynisme que possible. Cette absence sera été justifiée par une convocation par un service administratif ou social quelconque. Le lien sera évidemment évident pour la cible. À ce stade de son harcèlement, il serait fou de chercher à démontrer auprès de quiconque. Si la cible possède encore un véhicule, celui sera brûlé. Écoutez bien, brûlé, saboté, tout comme quelques autres dans le voisinage ce jour-là, afin qu'ils ne puissent pas non plus prouver que de cette manière qu'elle est bien victime d'un harcèlement. C'est vraiment, vous voyez, c'est de l'enfumage. Vous voyez, on brûle sa voiture, on brûle plusieurs voitures à côté pour qu'il n'arrive pas à démontrer que c'est lui qui s'est visé par le harcèlement. Forcément, il n'y aura qu'une seule alternative pour la cible. Si elle n'a pas pu fuir dans un autre pays, ou si elle n'est pas tombée gravement malade des suites de l'affaiblissement de son système immunitaire, lui-même provoqué par un stress important et prolongé, fuir son logement pour aller vivre dehors, aussi loin que possible que de l'endroit où tourment est devenu insupportable, quitte à devenir souffrir de la faim et des intempéries, ou mettre fin à ses jours pour faire définitivement cesser ses souffrances morales. Et ce qui cherche les services secrets dehors, de toute façon, elle décédera bien vite, de suite de froid, de l'alcoolisme, de maladies et d'autres choses, où elle disparaîtra sans laisser de traces. L'élimination physique par les services secrets, par le recours à des pressions psychologiques telles que celles qui viennent d'être décrites, sont devenues de plus en plus fréquents après tous les pays. Les raisons en sont, d'une part, la croissance générale de l'intelligence domestique, assortie d'une répression grandissante dans quelques pays, y compris occidentaux et riches, et d'autre part, l'assassinat par ce moyen est quasiment impossible à démontrer, puisque les cas d'individus qui mettent fin à leur jour, l'élimination fait pas physique par les raisons sont, d'une part, la croissance générale de l'intelligence domestique assortie d'une répression grandissante de quelques pays, y compris occidentaux et riches, et d'autre part, l'assassinat par ce moyen est quasi impossible à démontrer, puisque le cas d'individus qui mettent fin à leur jour à la suite d'harcèlements ordinaires sont devenus fréquents. Mais il existe encore une autre raison venant justifier que des individus soient ainsi tourmentés jusqu'à leur décès. Et l'exemple, c'est-à-dire montrer à tous ceux qui ont été impliqués dans un harcèlement de ce type et qui ont été les témoins de ces conséquences, ce qui pourra leur arriver s'ils venaient à refuser
l'autorité officieuse ou à tenter à s'en prendre à elle d'une manière ou d'une autre. Car tous ces autres individus, on peut comprendre que personne ne voudrait les écouter s'ils venaient à tenter de parler de ce qu'ils ont vu. De plus, comme ils partagent toute une part de responsabilité dans ce qu'il faut bien appeler un assassinat collectif, même s'il est supervisé par une seule personne, un tel acte les obligerait à se dénoncer eux-mêmes du même coup. Et de toute façon, de point de vue de ces derniers, il reste l'alibi, disons que l'issue tragique n'est-elle pas arrivée par le propre volonté de la victime elle-même, qui s'est comportée si stupidement puisque personne n'avait parlé d'une intention d'en arriver là. Tout ce qui vient d'être expliqué n'applique nullement que tous les cas de suicide des suites d'un harcèlement soient des éliminations physiques, discrètes ou délibérées par les services secrets. Ces derniers ne font après tout que reproduire de manière plus sophistiquée et plus consciente ces harcèlements ordinaires aux issues tragiques qui rapportent régulièrement les médias. De point de vue d'un cadre des services secrets d'un pays d'Europe de l'Ouest qui fut ponctuellement dirigé pour proviser ce genre très particulièrement de mission, ça veut dire d'harcèlement organisé, qui pour le justifier parle d'une violence d'État inévitable parce qu'elle est parfois nécessaire au maintien de la stabilité de la nation. Jupiter commence par rendre fou celui dont il souhaite la destruction. Aussi, l'élimination physique discrète devant être procédée d'une longue souffrance, et c'est possible de la folie, et n'est employée par les services secrets qui les pratiquent que pour punir les traîtres et les individus qui sont parvenus à les attaquer avec succès ou de manière consistante. On comprend mieux que ce cas de la justification d'un exemple. On trouve quelques ressortissants étrangers parmi ceux qui ont été assassinés de cette manière et de ceux qui ne pourraient plus retrouver dans leur pays sous peine de retourner dans leur pays sous peine d'y recevoir le même traitement ou d'y être emprisonnés. Enfin, ils sont mentionnés un produit dérivé de l'élimination physique qui fut inventé et expérimenté pour la première fois en Égypte durant le mandat présidentiel de Gamal Abdel Nasser, selon le célèbre compositeur américain Miles Chamberlain en 1916-1991, également un cadre de la CIA et même l'un de ses fondateurs. Dans ce cas, l'opération de harcèlement devrait être assortie de quelques petites astuces et autres manipulations qui visaient à pousser la cible à s'attaquer ceux que des agents manipulateurs lui désignent. Oui. La cible devait donc croire que la déchéance sociale et économique dans laquelle elle se trouve avait été organisée par d'autres personnes que les véritables auteurs. Et autant étant arrivée à se croire perdue et sans aucun avenir, elle devait être amenée à se dire quelque chose comme «
Je n'arriverai pas à m'en sortir. Je vais probablement mourir. Mais celui qui a causé ma perte va mourir avec moi. Vous voyez la manipulation. On l'aura compris. Parvenir à amener un individu à raisonner de cette manière extrême, c'était faire de lui ce qu'on l'appelle couramment aujourd'hui un terroriste. Dans ce cas particulier, un terroriste prêt à mourir pour la cause. Pour ces manipulateurs construisaient pour lui. Il serait long d'expliquer dans ce livre l'ensemble de mécanismes psychologiques d'un point de vue technique et scientifique qui permet d'amener un individu à s'engager pour des causes désintéressées au point d'être accord pour sacrifier sa vie pour elle. Un livre entier consacré à ce seul sujet serait nécessaire. De plus, une explication complète de ces méthodes doit nécessairement s'inscrire dans un contexte qui n'est applicable que par la théorie des jeux. La théorie du jeu. Une autre discipline scientifique précédemment évoquée. C'est pourquoi nous devons nous contenter d'en examiner les grandes lignes dans un langage couramment accessible à une majorité. Tout d'abord, les agents manipulateurs doivent approcher la cible à un certain point de sa déchéance sociale et économique pour lui conseiller la doctrine politique ou religieuse qui devra servir la visée formelle, la Libye, puisqu'il sera impossible de faire ce sacrifice quelconque pour la visée réelle, qui est toujours un enjeu économique ou stratégique relevant de la géopolitique. Cette doctrine devra être assez dépourvue de sens logique afin qu'un État ni un journaliste d'investigation ne puisse y trouver quoi que ce soit qui permettra de soupçonner l'État qui bénéficiera de ce genre de manipulation. Cependant, la doctrine choisie, qui sera donc le mobile du futur terroriste, devra être particulièrement rédigée de manière à ce qu'elle puisse avoir tout de même un minimum de sens et surtout véhiculer des valeurs morales que l'opinion publique ou une grande partie de celle-ci pourra percevoir comme nobles. Toutes les causes deviendront être nobles pour être crédibles et populairement recevables. En gros, la doctrine devra permettre aux futurs terroristes de se présenter, d'agir au nom d'une minorité opprimée par un puissant pouvoir omniscient et omnipotent, un État, un cartel, un lobby économique, politique, etc., contrôlé par les isolations sociales, économiques, durant sa préparation psychologique et son endoctrinement, la cible demeurera immédiatement disponible. Précisons tout de même, et cela vaut pour que ce qui a été dit précédemment concernant les sujets de recrutement de l'élimination sociale, que la frustration de la cible indispensable à son conditionnement dépend grandement du pays où elle se trouve. Il est plus difficile et plus long de frustrer un individu dans un pays pauvre que dans un pays riche,
où l'esprit est constamment sollicité par des étalages généraux de biens et de confort et de plaisirs divers auxquels tout le monde semble avoir accès, sauf lui. Et de lui, cette frustration est d'autant plus intense si cet individu possède un haut niveau d'éducation. Le jeune diplômé est la cible privilégiée de ce type d'opération, puisqu'on lui a appris à utiliser son cerveau, à rejeter l'hypothèse de l'emploi manuel. C'est pourquoi, durant son endoctrinement et ses privations forcées, il doit être fréquemment exposé à des scènes, télévision filmées réelles, de gens heureux et jouissent de toutes sortes de plaisirs. Accessoirement, on pourra l'orienter vers un emploi choisi pour achever de le convaincre que ses savoirs et compétences n'intéressent personne, ou qu'ils ne peuvent être que très modestement rémunérés. Du point de vue d'un individu qui a vécu dans une société où on lui a appris depuis le plus jeune âge qu'il pourra jouir de tous ses avantages, sitôt qu'il sera en mesure de gagner sa vie, une immense déception s'installe, associée à un non moins grand sentiment d'avoir été trompé durant toute sa vie. Bien des gens exposés à une telle expérience sont prêts à recourir à d'extrêmes mesures contre ceux que l'on sont désignés comme un fautif. C'est tout simplement humain, d'une manière générale. Tous les sentiments qui peuvent naître dans leur esprit sont négatifs, puisque l'on veille soigneusement à leur retirer tout ce qui pourrait leur procurer le moindre plaisir. L'ex-président égyptien Gamal Abdel Nasser fut le premier à utiliser cette technique de manipulation lorsqu'il était encore colonel de l'armée égyptienne et qu'il avait entrepris une action révolutionnaire contre le gouvernement de son propre pays au début des années 1950. On peut historiquement le considérer comme l'inventeur du terrorisme suicidaire au sein d'une cause abstraite. Et ces méthodes sont toujours utilisées par les services secrets européens et étrangers. À travers cet article et le précédent, l'article là, enfin le petit chapitre là de l'élimination physique. Vous voyez, je ne parle pas de la première partie où ça parle des armes, de empoisonnement, tout ça, vous voyez. Malgré là que je peux faire le lien aussi parce que ça fait presque 2 ans. À chaque fois, j'ouvre l'eau où je vais prendre ma douche, où je remplis, vous voyez, un truc. Je vois que l'eau, elle est jaunâtre. Vous voyez, on dirait elle est rouillée. Vous voyez, je sais pas, on dirait ils veulent nous empoisonner. Parce que normalement, vous voyez, il y a que nous, de toute façon, qui utiliseront de cette eau dans l'immeuble où je suis. Ils ont vidé tout. Les appartements, ils sont squattés de temps en temps par des indiques qui font semblant que les appartements, des fois, vous voyez, manipulation pour faire semblant que les appartements, ils sont habités. Et le reste, c'est des agents traitants. Enfin, des officiers, ce qu'on appelle les officiers traitants des services secrets qui marcellent à l'intérieur des appartements autour, qui connaissent piratage informatique, vous voyez, surveillance H24, bref. Et vous comprenez aussi pourquoi dans toutes mes vidéos, je parle de ripoux, de police, de services secrets
Et pourquoi je parle aussi des indiques, vous voyez, des informateurs, vous voyez. Et là, dans ce chapitre-là, que vous avez vu comment les services secrets ils utilisent les pseudo, vous voyez, les pseudo trafiquants qui n'ont pas le courage d'assumer ce qu'ils font et prendre du ferme. Ils se mettent à collaborer. Vous voyez, ils se mettent à collaborer et ils participent à l'harcèlement en réseau. Enfin, l'harcèlement organisé, vous voyez, en réseau organisé, tout ça. Vous voyez. Et vous, si vous lisez tous les deux chapitres là, l'harcèlement, enfin l'élimination sociale et physique, vous comprenez, on va dire 40% de ce que c'est quoi l'harcèlement en réseau ou l'harcèlement organisé. Voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Et je lirai d'autres chapitres sur la manipulation. Parce que dans l'harcèlement en réseau, la manipulation, elle est toujours utilisée, vous voyez. Elle est toujours là. Mais ça, je parlerai dans un autre chapitre. Bref. Pour que, là, les deux, j'ai lu ces deux chapitres-là pour que vous compreniez c'est quoi l'harcèlement réseau, c'est quoi l'harcèlement organisé, vous voyez. Et pourquoi beaucoup de gens y participent à ça. Et on ne peut pas échapper à cet harcèlement, vous voyez. Vous changez de ville, rebelote, c'est la même chose. Vous voyez. Vous changez d'endroit, c'est la même chose. Vous voyez, filiature, harcèlement, agression, déni de service, surveillance, atteinte à la vie privée, faux et usage de faux. Vous voyez, le déni total de la réalité. Il dénie tout, vous voyez. Bref, piratage informatique. Là, ils le font, vous voyez, ils me voient en direct, là, en temps réel. Ils se sont introduits sans effraction où je suis. Ils ont ce qu'on appelle sonorisé tout l'appartement. Ils activent à distance mes portables et les moyens de communication. Ils peuvent me voir et m'entendre. Et vous remarquerez dans presque toutes les vidéos, la luminosité, elle augmente, elle descend. Ils le font à distance. Les officiers traitants, ils squattent dans les appartements autour. Celle en bas là, et celle à côté, les appartements autour. Bref. À la prochaine, au prochain article. Enfin, prochain chapitre.